en psychologie, ce qui est assez rare en fait, aussi près que on parle pas trop technique pour une fois, mais plutôt psychologie de la crise, qui est une dimension essentielle. Concernant tous les documents opérationnels qu'on peut travailler toutes et tous ensemble ou de manière séparée, bien évidemment, la partie technique, elle est complexe, difficile, parfois douloureuse, surtout quand on est dans le dur. En revanche, on omet souvent le sujet essentiel, c'est la problématique de la dimension psychologique de la crise, puisque l'une des définitions de la crise commence toujours, c'est un effroi. Et la notion d'effroi, ben, c'est de la psychologie, c'est pas de la technique. Et bien souvent, on se retrouve avec des gens qui se retrouvent avec des traumatismes pendant des mois, des semaines, des mois, des années, alors qu'ils ont été en gestion de la crise, pas forcément que du côté de celui qui l'a subi. Et donc, il nous paraissait essentiel, et on tient à nouveau à la remercier, d'avoir une première intervention, il y en aura d'autres dans l'année, sur ces notions que sont la psychologie de la crise, puisque c'est assez essentiel quand on voit le nombre de crises que l'on subit de plus en plus, qui sont liées entre autres ou pas au changement climatique, et qui font que les crises que l'on a à subir et à vivre et à gérer ben, sont de plus en plus importantes et de plus en plus nombreuses. Et donc il faut bien avoir ça en tête, puisque ça peut avoir des conséquences dommageables pour la gestion opérationnelle. Je ne vais pas m'étaler plus, on a une grande experte parmi nous, et donc je vais lui céder la parole. Docteur, c'est à vous. Oui, bonjour, merci pour l'invitation. C'est vrai que c'est toujours un plaisir de pouvoir aborder ce sujet-là. Alors, moi, je suis en psychologie sociale, donc c'est plutôt du coup l'analyse enfin, voilà, des réactions de groupe, du coup, et on s'intéresse notamment donc à la psychologie des risques. Donc aujourd'hui, on va aborder cette notion-là, là. Qu'est-ce que la psychologie des risques et quelles sont les réponses comportementales associées. Donc nous, on intervient plutôt en amont de la crise. Alors, ça nous arrive de faire des cellules enfin, post-traumatiques, etc. Mais en tant que psychologues sociaux, on intervient plutôt dans la prévention de la gestion de crise et la prévention des risques, et aussi sur l'alerte du coup, et quelles sont les conditions enfin, d'une alerte qui mobilise suffisamment les parties prenantes pour adopter les bons comportements, si c'est d'évacuer ou au contraire de se confiner. Donc voilà, donc aujourd'hui, on verra un peu tout ça. D'abord, me présenter, donc moi, je Juste, suis... docteur, Oui. excusez-moi de vous couper. C'est pour ça que nous aurons d'autres rencontres thématiques, notamment pour pourquoi, comment on peut solliciter une CUP, une cellule médico-psychologique, Oui. puisqu'on a eu pas mal d'événements cette année sur des explosions de canalisation de transport qui ont nécessité de la mobilisation de CUP. Donc, comment, en tant que collectivité locale, on peut mobiliser ce type d'outils pour Mm, faire quoi? Comment? Quels sont les différents types de CUMP qui existent? Puisque mm, dans le cas de je vous parle, l'exploitant industriel a déclenché à l'échelle nationale une CUMP, mais c'est du téléphone, c'est pas les mêmes outils que quand on rencontre un mm, psychologue en direct et en présentiel. Ça n'a pas les mm, mêmes conséquences, les mêmes effets, les mêmes traitements, mais également sur la gestion opérationnelle, on aura également la déléguée militaire départementale des Alpes-Maritimes en tant qu'ex militaire en opération spéciale. Enfin, c'est pas, elle le présentera, parce que pas mal de ce qu'elle a fait est classifié. Elle fera mm. une présentation de la psychologie de la crise quand on est vraiment sur le dur, sur le terrain. Et donc ça se fera plutôt au deuxième semestre. Excusez-moi, docteur, de vous avoir Il n'y a coupé. pas de souci, non, non, mais c'est très intéressant parce que d'autant que moi je ne vais pas l'aborder aujourd'hui, mais juste un petit point, c'est que effectivement le traumatisme, en fait, du coup, il doit se traiter très très rapidement. Alors quel qu'il soit, hein, dans un risque collectif ou plus personnellement, en fait, plus tôt on intervient sur le trauma. Plus vite il s'en va, et plus vite en fait il y a récupération psychologique, et c'est pour ça que en psychosocial, par exemple, on voit une théorie qui s'appelle le partage social de l'émotion, et en fait qui décrit que lors d'un traumatisme, du coup, l'individu va avoir besoin de parler énormément de ce qu'il a vécu, même pour dire la même chose, mais
plus il va s'exprimer rapidement sur le sujet et beaucoup de fois, même si c'est pour répéter les choses, plus son traumatisme va diminuer et plus les séquelles liées à ce traumatisme, donc du coup, par exemple, anxiété, stress post-traumatique, du coup, dépression, enfin, aura moins de chances d'intervenir, en tout cas, d'avoir lieu s'il a eu l'occasion tout de suite d'en parler, enfin, vous avez raison de le rappeler, d'où l'importance de ces cellules de crise. Aujourd'hui, on sera plus en amont sur la prévention. Euh, donc du coup, pour juste présenter qui je suis, donc effectivement, donc, j'ai un doctorat en psychosocial, du coup, appliqué à l'environnement. Donc en fait, c'est plutôt de la psychologie environnementale. Donc la psychologie environnementale, c'est vraiment l'étude de l'interaction entre l'être humain et ses différents milieux, qu'ils soient naturels, sociaux, bâtis. Donc par exemple, on peut intervenir sur de la mobilité durable. Comment est-ce que finalement on peut promouvoir, par exemple, des mobilités douces, mais on peut aussi travailler sur les bâtiments performants, la façon de les construire, y compris dans le cas de risques, etc. Comment sont les modes de vie, les comprendre pour mieux les aménager, pour éviter qu'il y ait des pics de consommation, des choses comme ça. Et puis, on intervient beaucoup aussi, et ça c'est plus ma partie, sur tout ce qui est le rapport à la nature et le rapport du coup à cette notion de dérèglement climatique dont du coup les risques font partie. Donc comment est-ce qu'on gère finalement ce rapport au risque et ce rapport au changement climatique? Donc on verra à travers la présentation qu'en fait les choses sont liées et comment est-ce que finalement on peut expliquer parfois cette distance entre le risque objectif qu'on mesure, y compris climatique, et du coup nos comportements. Donc voilà. Donc finalement, en fait, quand on travaille sur ces notions-là, donc sur les enjeux environnementaux en psychologie, on va essayer d'abord de comprendre, et ça c'est essentiel. Donc ça c'est pareil pour travailler avec des collectivités territoriales la majorité du temps. L'idée, c'est vraiment de comprendre sa population, donc comprendre la façon de réagir. Donc, du coup, pour ça, on va étudier ben, ce qui se passe du côté des attitudes envers un objet, des comportements, des pratiques quotidiennes des populations, mais aussi du côté des institutions, hein. On va avoir un spectre large. On n'interroge pas que l'habitant, on interroge aussi l'élu, l'agriculteur, les pratiques socio-économiques, etc. Et donc, on va aussi essayer de comprendre ce qu'on appelle, nous, l'impact des stresseurs environnementaux. Donc, les stresseurs environnementaux, c'est vraiment tout ce qui est dans l'environnement. Donc, les plus connus, c'est par exemple le bruit, la pollution. Tous ces stresseurs-là, mais il peut y avoir aussi l'effet de foule quand il y a trop de monde dans un environnement, etc. L'impact de ces stresseurs-là sur les comportements et les perceptions et la santé des individus. Donc, et ça englobe aussi les risques qui entourent la personne, donc qu'ils soient naturels, sanitaires, industriels, etc. Ensuite, une fois qu'on a bien compris, on va essayer d'intervenir sur site on est vraiment dans une optique de recherche-action. Donc, on va essayer d'améliorer le bien-être et la qualité environnementale dans des projets d'aménagement. Donc, par exemple, moi, je travaille plus sur les aménagements de type, enfin voilà, urbain et aussi les espaces naturels sensibles, etc. Donc, tout ce qui accueille, les lieux qui accueillent le public. On va essayer aussi de favoriser l'appropriation des espaces de vie et favoriser en fait le bon usage d'un lieu qu'on aura pensé, conçu en amont. Et puis, on va essayer d'accompagner les changements, donc à la fois en termes de micro ou de macro changements, ça dépend de là où on se situe par rapport à l'environnement. Et en fait, on va aussi, donc dans nos processus en psychologie, on va toujours évaluer du coup et construire le retour d'expérience scientifique et opérationnel de nos actions. Donc, on peut avoir de l'évaluation scientifique d'outils opérationnels. Donc, je vous en donnerai un exemple tout à l'heure, destiné au public. Plutôt, ce sera un exemple sur les outils réglementaires du risque inondation. Et puis, on peut aussi, à partir enfin, de là, co-créer des outils à partir des résultats de recherche.
à partir d'un diagnostic compréhensif, par exemple, comment est-ce qu'on peut impacter, on peut créer des outils pour mieux gérer la crise. Donc finalement, tout ça, ça nous amène à dire que, effectivement, quand on pense psychologie, on pense individu, mais en fait, l'individu, il n'est pas isolé. En fait, en psychologie environnementale, on est vraiment dans une approche transactionnelle, c'est-à-dire que le comportement humain, il est mu par tout un tas d'entourage, c'est-à-dire que il est influencé par l'environnement social. Donc, effectivement, notre groupe d'appartenance, enfin, voilà, ils ont des normes, des façons d'agir, des opinions qui vont impacter notre façon d'agir parce qu'on fait partie de ce groupe social-là et ils vont influencer nos perceptions. Donc, on est influencé par notre environnement proche. On peut être influencé aussi par, l'environnement bâti. Donc, la façon de concevoir une ville, un environnement, un aménagement impacte directement sur nos comportements. Donc, ça s'appelle l'affordance. L'ergonomie d'un lieu va directement impacter sur nos comportements. Et puis, l'environnement naturel, il va aussi impacter sur nos comportements individuels, puisque l'environnement naturel, il permet, par exemple, la restauration psychologique, la restauration de l'attention, etc. Donc, il va vraiment venir calmer le comportement individuel et voilà. Et donc, il faut bien comprendre que ces trois sphères-là, donc l'environnement social, naturel et bâti, pardon, influencent fortement nos comportements individuels. Donc, c'est pas vrai que de dire que l'individu est seul et incarne son comportement. En fait, il y a tout un tas d'influences transactionnelles qui, euh, qui, euh, qui impactent ce comportement. Donc, pardon, du coup, les apports de la psychologie à la question de l'urgence écologique et des risques associés, on va l'étudier de deux façons. Excusez-moi. On va l'étudier sous le prisme d'abord des risques. Et donc là, on va venir étudier eh la perception des risques, l'évaluation des risques, c'est-à-dire qu'on va venir étudier l'efficacité perçue des populations, à quel point ils se sentent capables de mettre en œuvre des actions, la menace perçue, est-ce qu'ils se sentent vraiment en situation de menace ou pas, et donc la réalité du risque chez les individus. Et puis les conséquences de ce risque, de ce risque sur eux-mêmes ou leur environnement proche. Et donc, du coup, l'évaluation de ces risques vont venir, apporter un éclairage sur les impacts psychologiques et sociaux en fonction de comment on perçoit le risque. On a une réponse comportementale et attitudinale différente. Donc, ce serait là, par exemple, si on parle d'éco-anxiété, d'éco-émotion, ce serait là qu'on le retrouverait. Donc, par exemple, c'est l'éco-anxiété, c'est une tension liée à la perception du dérèglement climatique. Donc, quels sont l'impact de l'évaluation de ces risques sur, les perceptions et, quelle stratégie d'adaptation à l'aune de ces perceptions l'individu va mettre en œuvre. Donc, ça, c'est vraiment tout un tas de panels qu'on va venir étudier sous le prisme des risques. Maintenant, on a un deuxième prisme. Donc, on peut étudier aussi ces risques sous l'angle comportemental. Donc là, on va venir focuser sur le comportement et l'impact individuel des comportements sur le climat, qui va nous offrir et qui va offrir à l'individu des possibilités d'action et qui peut amener vers des stratégies d'atténuation. Donc, J'aurais une première question, docteur. oui, oui. Est-ce que vous étudiez également les problématiques liées aux notions d'évitement? Parce que
Souvent, on s'adapte, mais d'autres cherchent absolument à éviter. Mm, Euh, Ça fait partie des concepts que vous regardez pour bien les oui. comprendre, pour pouvoir adapter des politiques adaptées. Oui, bah justement, ça va arriver après. Je vais vous expliquer le mécanisme en fait de réaction au risque, les différentes formes de réaction qu'on peut avoir, enfin celles qu'on note le plus souvent du coup sur le terrain et dans la littérature. Donc, avant d'aborder du coup plus largement qu'est-ce qui se passe, on va revenir sur cette notion de risque. Donc, le risque, hein, c'est deux dimensions, la probabilité de survenue et la nature et l'ampleur des dommages. Et donc, finalement, il y a une différence entre le risque et le danger, puisque le danger, c'est vraiment une activité, du coup, qui peut avoir des conséquences négatives sur l'homme et son environnement, alors que le risque, c'est vraiment la potentialité que ce danger s'actualise. Donc, c'est bien sur ce concept qu'on va travailler au niveau perceptif. Ce qui se passe justement, c'est que finalement, cette conception experte du risque, objectif, mesurable, on le voit avec le GIEC, on voit avec du coup, enfin voilà, tous les documents liés au risque, du coup, objectifs qui sont mis en œuvre, mais cette conception experte, elle n'est pas toujours en phase avec la conception psychosociale, puisque finalement, du coup, on peut voir des grands décalages entre les deux. Donc, si l'une, finalement, définit objectivement le risque par justement cette probabilité d'occurrence et les conséquences, l'autre, ça reste un construit subjectif bah, qui va être impacté par les expériences vécues, les connaissances par rapport à ce risque, les normes sociales, les traits de personnalité, l'individu en lui-même. Donc il y a un mélange de facteurs qui crée un construit subjectif de relation au risque qui n'est pas du tout, qui peut être complètement à l'opposé du risque objectif. Donc, c'est ça qu'on va étudier en psychosocial et dont je vais vous parler plus aujourd'hui. Et donc, ce décalage, bah, vous l'aurez compris, bah, ça entraîne une mauvaise appropriation du risque. Si on n'est pas convaincu des conséquences et de la menace du risque, alors on ne va pas mettre en place de comportement de protection. Donc, il y a un effet systémique des risques, parce qu'on parle beaucoup de risques naturels, etc. Mais il y a un effet systémique entre l'ensemble de ces risques, puisqu'on va avoir des risques naturels, on va avoir des risques climatiques, on va avoir des risques industriels et on va avoir des risques sanitaires, donc qui vont être liés et qui vont, enfin voilà, de façon transactionnelle, s'impacter les uns les autres. Il y a d'autres risques qui existent, les risques psychosociaux, le risque nucléaire, le risque technologique ou encore le terrorisme qui peuvent venir impacter l'ensemble de ces risques. Donc, pourquoi est-ce que je vous parle de cet effet systémique? Parce que si on prend un exemple, par exemple, il peut y avoir un déclencheur donc, qui est un risque naturel. Donc, par exemple, là, dernièrement, il y a eu des pluies extrêmes qui entraînent des crues rapides en fonction de là où on se trouve. Et puis, bah, par exemple, ce déclencheur, il peut engendrer un risque industriel. Par exemple, on peut avoir une submersion d'une usine chimique, donc qui peut entraîner lui-même un risque sanitaire, qui peut être dû aussi à un risque climatique. Donc, l'événement va être aggravé par la montée du niveau de la mer et surtout l'imperméabilisation aussi des sols. Tout ça, ça va entraîner un risque psychosocial accru avec voilà, la perte de logement, le sentiment d'abandon, surtout le stress post-traumatique. Et du coup, ça va entraîner aussi un risque technologique, donc à la fois la coupure des réseaux électriques, donc au niveau de l'alerte, ce sera plus difficile. Donc, tout ça pour vous dire que en fait, cette notion de risque, elle n'est pas à aborder que par le prisme de son expertise, que ce soit l'inondation ou enfin, le risque naturel, le risque technologique, mais elle est abordée de façon systémique, parce que justement, il y a des chaînages de ce type-là qui impactent l'ensemble de ces risques. Donc en fait,
Moi, je voudrais revenir avant de passer sur la façon de le percevoir, sur globalement, en fait, le risque climatique. Et donc, on a des difficultés perceptives à évaluer les risques, notamment climatiques, pour plusieurs raisons. En fait, cette notion d'incertitude, elle est assez mal gérée dans notre cerveau, puisqu'en fait, on a beaucoup de mal à se projeter à long terme sur des effets de quelque chose qu'on ne ressent pas enfin, directement ou encore peu localement. Donc vraiment, ce qu'on va venir travailler, nous, on le verra plus tard, c'est vraiment cette notion de rapport au temps et au temps long. Cette projection dans l'avenir. Souvent aussi, enfin voilà, dans les médias, etc., on va parler, enfin voilà, d'identification d'un problème plutôt global plutôt que local. Donc, on ne va pas venir rapprocher l'information de l'individu, ce qui fait que, bah, par exemple, quand on parle, enfin voilà, de fond des glaciers, etc., ce qui est une réalité, hein, du coup, et qui impacte aussi plus localement, mais ça crée une distance trop grande pour pouvoir reconnecter à sa réalité quotidienne. Donc ça, c'est vraiment des choses qu'on va venir travailler aussi par rapport à l'information, comment informer, comment communiquer à travers les différents réseaux pour rapprocher l'information dans le temps et dans l'espace. Donc du coup, cette gestion de l'incertitude, elle est liée aussi à parfois, je l'ai dit aussi dans les médias, enfin, on peut avoir des choses un peu, enfin, qui sont complexes à comprendre et un peu dissonantes, dans le sens où, par exemple, là, sur cet exemple-là, quand sauver la planète, ben, fur et à mesure des décennies, finalement, on a toujours le même temps pour sauver la planète. Et donc, du coup, ça peut renvoyer, alors que ce n'est pas le cas, des notions contradictoires dans les esprits des gens et ça peut venir installer un doute qui n'a pas à être là. Et donc, du coup, la façon de présenter l'information impacte directement sur la confiance dans les médias et sur la confiance dans enfin, la réalité du risque. Donc ça, cette communication autour du risque, elle est aussi essentielle à mobiliser pour avoir un discours cohérent et bah, limiter les effets, par exemple, de climato-scepticisme ou alors enfin, les effets de diminution, d'euphémisation du risque. Donc là, j'en viens justement à cette notion-là. En fait, quels sont les mécanismes sous-jacents à la perception du risque? Donc, juste pour revenir sur la notion de perception du risque, quand nous, on travaille la perception du risque, on va venir évaluer la façon dont l'individu s'exprime sur le risque. Qu'est-ce qu'il y met? Quelles sont, enfin voilà, sa réalité du risque, les conséquences personnelles perçues, les conséquences pour la collectivité. On va venir vraiment étudier les émotions perçues, le contrôle perçu, c'est-à-dire la capacité de l'individu à s'exprimer ou en tout cas à avoir une notion. Il y a un micro qui est ouvert, je pense. Du coup, à s'exprimer sur ces notions-là. Euh, donc, l'idée, c'est de travailler sur cette perception-là. Donc, en gros, on a élaboré un continuum. Et donc, dans ce continuum, euh, la partie en verte, ce serait voilà, ce qu'on tend à avoir sur la perception des risques. On essaye que les personnes se retrouvent dans cette partie verte, donc d'avoir une estimation proche de l'objectivité du risque. Sauf que c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe, puisque on a différentes façons enfin, de percevoir le risque. On peut avoir justement ici, donc plutôt un déni du risque, c'est-à-dire que, enfin voilà, soit la peur par rapport à ce risque-là est trop grande et donc dans ce cas, on va préférer du coup être dans le déni. Donc ça veut dire rejeter totalement et puis ne pas s'en occuper.
soit on va diminuer ce risque, c'est-à-dire que, par exemple, on a des phénomènes d'optimisme comparatif, c'est-à-dire se dire, ben, en fait, moi, je ne suis pas trop à risque, le risque, c'est un peu les autres, donc c'est pas très grave. Ou alors, par exemple, enfin, sur des situations, par exemple, si on prend le risque inondation, ça nous est déjà arrivé sur le terrain de voir des gens qui se disaient, bon voilà, on aura les pieds dans l'eau si il y a une crue alors que la maison est submersible. Donc voilà, c'est d'euphémiser ou d'être dans le déni de ce risque. Et inversement, quand il y a des émotions trop prégnantes, il peut y avoir une surévaluation du risque, du coup, liée à l'anxiété ou une peur excessive. Donc, dans les deux cas, qui vont venir un peu prostrer l'individu. Donc, on en revient finalement à la même chose, c'est-à-dire que ce soit dans l'euphémisation ou le déni, ou au contraire l'anxiété accrue, la peur excessive, la surévaluation du risque, eh ben ça, c'est pas des adaptations comportementales efficaces face au risque, parce que dans un cas comme dans l'autre, ça va venir soit prostrer parce qu'une trop grosse peur, soit euphémiser et donc du coup, enfin, entraîner les individus de toute façon à ne pas prendre en charge, ne pas prendre en compte ce risque-là et justement à ne pas adapter leur comportement, ne pas mettre en œuvre de comportements adaptatifs. Donc ça, c'est une problématique. Donc quand je vous dis que l'idée, c'est d'abord de comprendre sa population, eh ben, il y a toujours dans une population l'ensemble de ce panel-là qui existe. Donc c'est d'abord de faire voilà, une pré-enquête ou en tout cas de sonder les individus sur leur rapport au risque pour pouvoir ensuite et ben, avoir une communication adaptée par rapport pour les gens qui sont dans le déni, donc comment construire la communication, pour les gens qui sont dans l'euphémisation ou au contraire dans la partie droite du continuum. Donc ça, c'est très important de comprendre où on en est des perceptions pour pouvoir rectifier après le format de communication ou même les outils, dans les outils, par exemple, que ce soit, je ne sais pas si on prend le DICRIM par exemple, ben, de façon de parler différemment, du coup, dans ce DICRIM pour que ça touche l'ensemble de ce panel. Donc, du coup, effectivement, il y a beaucoup de choses qui peuvent venir entraver une perception objective, réaliste du risque. Donc, nous, on parle de biais cognitifs potentiels, donc, qui sont nombreux, hein. J'en ai cité quelques-uns là, mais du coup, donc des biais cognitifs, c'est des biais qui sont dans notre pensée. La cognition, c'est toute la sphère de la pensée. Du coup, qui peut être plus ou moins consciente parfois dans notre système de pensée. Donc, on va avoir par exemple l'heuristique de disponibilité. Donc, ça, c'est vraiment, on se réfère à l'événement le plus probable qu'on a en mémoire. Donc, par exemple, enfin voilà, ça peut être des choses plus ou moins récentes qu'on a en mémoire. Et donc, pour évaluer la probabilité de survenue du risque, on va se référer à cet événement-là qui n'est pas forcément le plus objectif. On peut aussi avoir un biais qu'on va appeler l'heuristique de représentativité. Donc là, en fait, ben, un risque, surtout le risque climatique, si on n'a pas vécu concrètement, du coup, ça peut être difficile à se représenter. Et donc, dans ce cas-là, c'est la tendance à évaluer un événement en fonction de ce qui est le plus facile cognitivement à se représenter, quitte à ce que ce soit, voilà, pas, enfin, ou en tout cas loin de l'objectivité. Et donc, du coup, on a aussi l'heuristique d'ancrage. Donc, en fait, ça, c'est pour ça que c'est très important de travailler sur la communication et d'avoir une communication bonne dès le départ sur ce risque, puisque on peut noter sur le terrain et dans la littérature que le premier jugement, la première appréciation du risque, même si elle est erronée et démentie par la suite, elle continue d'influencer nos perceptions. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure dans les médias, c'est que finalement, comme on est dans l'émotion et que ça peut nous faire peur parfois, on a tendance à rationaliser, de se dire, oui, mais ils avaient dit aussi que c'était moins grave que prévu. Donc, en fait, c'est comme si
on s'arrangeait avec nos cognitions, nos pensées, pour que ça calme l'émotion présente et puis ça corresponde à ce qu'on avait en tête. Et ça revient par exemple au biais de confirmation. Du coup, c'est bah, quand on pense quelque chose, eh ben, on va avoir tendance à aller chercher les informations qui sont congruentes avec ce qu'on pense. Donc, du coup, on va venir chercher des choses qui vont nous dire qu'on a raison de penser ça, quitte à aller sur bah, des mauvais sites ou des mauvais médias, etc. Donc voilà, donc ça c'est très important. Enfin voilà, la communication est très importante là-dessus, euh, de bien la penser en amont. Et puis bah, là, l'optimisme comparatif, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, c'est vraiment le fait que de se dire ben, que nous, on n'est pas à risque, que enfin, le risque, c'est les autres finalement. On peut aussi avoir des biais sociaux, du coup, qui vont venir interagir avec du coup cette perception réaliste du risque. Donc tout à l'heure, je parlais de nos relations à autrui, hein, on est toujours en interaction. Et donc, par exemple, chacun, enfin voilà, est plus ou moins dans un groupe social donné, du coup, que ce soit dans un groupe de travail spécifique, le groupe de la famille, le groupe des loisirs, en tout cas, on est dans des groupes sociaux qui, eux, ont une façon d'agir et de réagir et des jugements, du coup, par rapport aux objets environnementaux, qu'on va appeler des normes, les normes sociales. Donc, c'est vraiment ce qui est attendu dans un groupe social donné, du coup. Et ces normes sociales donc, vont jouer fortement sur la perception du risque. Concrètement, si je suis dans un groupe social qui a tendance à euphémiser le risque, à dire oui, mais non, mais enfin voilà, du coup, c'est pas si grave que ça. Enfin bon, bref. Et donc du coup, si je suis dans ce groupe-là, comme c'est mon groupe d'appartenance, je vais avoir tendance à avoir confiance en les dires de mon groupe d'appartenance et donc à adopter la posture de féminisation. Et donc c'est des systèmes d'influence intra-groupe, on va dire. On peut aussi avoir un sentiment d'invulnérabilité et de surconfiance. Donc ça, on le voit surtout sur les risques liés à la sécurité par rapport au métier, par exemple. Du coup, c'est d'avoir tellement confiance en ce qu'on fait que finalement, on ne fait plus attention et on sous-estime la survenue d'un risque, notamment en cas de chute, etc. Donc ça, c'est des choses qu'on voit beaucoup. On peut aussi avoir une défiance envers les autorités qui mettent en place les actions. Donc, que ce soit, enfin voilà, une autorité locale ou une hiérarchie. Enfin voilà, l'idée c'est de vraiment travailler sur d'abord la relation de confiance. Du coup, le sentiment d'appartenance, du coup, soit à la collectivité, soit du coup à la structure dans laquelle l'individu est intégré pour pouvoir construire une communication qui soit, enfin, qui respecte, en tout cas, qui soit suffisamment en confiance pour être adoptée. Donc il y a aussi, enfin voilà, on note aussi parfois un sentiment d'infantilisation, de paternalisme. Ça c'est surtout, par exemple, par rapport au dérèglement climatique. Les gens, enfin voilà, du coup, développent une forme d'aversion parfois à trop être, en gros, bombardés par plein de choses et se sentir, enfin, culpabilisés en tant qu'individu par rapport au système, par exemple. Du coup, ils ont aussi ce sentiment d'infantilisation qui peuvent provoquer de l'aversion, ce qu'on appelle nous, enfin, l'éco-fatigue. C'est en gros, enfin, un rejet total. Du coup, ben, de toutes les actions environnementales, en tout cas de toute l'information liée au risque ou à l'environnement, parce qu'il y a une saturation cognitive, du coup, liée à ces informations-là.
Et puis, il peut y avoir aussi, donc ça c'est lié avec ce que je décrivais tout à l'heure, la défiance envers l'autorité, un sentiment du coup de défiance par rapport à la reconnaissance de son expertise. Par exemple, c'est aussi dans une localité où il y a des habitants qui connaissent, enfin historiques, qui connaissent très bien, par exemple, le cours d'eau, sa façon de réagir, les différentes crues, etc., qui peuvent parfois ne pas se sentir écoutés et reconnus dans leur expertise locale en tant qu'habitant, et donc ça peut entraîner des problématiques, mais ça peut être aussi dans le cadre, dans une organisation particulière. Et là, on parle d'injustice organisationnelle. C'est vraiment le fait de ne pas avoir le sentiment d'être entendu, d'être écouté, d'être compris dans son expertise aussi, et d'avoir l'impression de ne pas participer en fait, concrètement, soit à la gestion de crise, ou soit en tout cas, enfin voilà, à une gestion du coup qui permettrait de rétablir les paramètres environnementaux, d'avoir une meilleure qualité de vie. Donc ça, c'est important de le, de le, de le sonder aussi avant de faire toute action de changement de comportement ou de communication. C'est d'analyser la relation à l'autorité, et du coup d'analyser enfin, voilà, ce sentiment de justice organisationnelle. Donc en gros, dans les modèles psychosociaux et sur le terrain, on voit qu'il y a une influence majeure de quatre grandes croyances. Donc, la première, c'est il faut que les gens ils comprennent, enfin, ils aient conscience des conséquences négatives d'un événement pour eux, personnellement, mais aussi pour leur collectivité, pour leur environnement proche. S'il n'y a pas de perception des conséquences négatives de cet événement, ben, on aura peu de comportements de mise en œuvre. Il faut aussi qu'ils aient la conviction que ces conséquences négatives, ben, elles peuvent se produire. Donc, la réalité du risque. Et donc ça va venir impacter justement sur la mise en œuvre ou pas de comportements de protection. Donc on parle de prise de conscience, et nous on aime bien parler d'éveil émotionnel, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils aient une information éclairée sur la situation, leur situation personnelle et la situation de leur environnement proche. Mais du coup, il faut pas que ce soit que ça crée une peur excessive non plus. Donc on n'est pas dans la peur, mais on est dans un éveil émotionnel suffisant pour engendrer l'action. Et puis, donc il y a d'autres, là c'est les deux premières croyances. Il y a aussi une croyance qui impacte directement sur les comportements de mise en œuvre de protection. C'est la capacité qu'une action, donc qu'elle soit donnée par le législateur, par la collectivité, ou par toute autre personne, que cette action-là, elle est appropriée à réduire la probabilité d'occurrence du risque. Et c'est aussi la croyance en sa propre capacité, en cas de crise, à savoir gérer et mettre en œuvre les bons comportements. Donc, nous, on parle d'auto-efficacité, donc, ou de sentiment de contrôle. Donc, c'est vraiment la capacité d'une action à vraiment diminuer le risque. Donc, c'est une première croyance. Et sa propre capacité personnelle à mettre en œuvre ces comportements pour réduire le risque. Donc, c'est deux choses différentes. Et donc, il faut aussi que ben, toute cette perception, elle soit étayée par une évaluation des coûts et des avantages de l'action. Donc, c'est-à-dire que si l'action engendrée, elle est trop coûteuse et on ne voit pas assez d'avantages, donc ça veut dire que la réalité du risque, elle n'aura pas été assez activée, ça ne va pas fonctionner. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une consonance avec les possibilités offertes du contexte physique, social, personnel. C'est-à-dire que même si on a un bon sentiment d'efficacité, donc je peux mettre en œuvre ces actions, j'ai bien compris que du coup, enfin voilà, autour de moi, le risque, il est vraiment présent et peut m'impacter fortement.
Du coup, mais il faut aussi que le contexte, donc tout ce qu'il y a autour, du coup, me permette de mettre en œuvre ces comportements. Donc voilà. Nous, en psychologie, on aime bien travailler notamment sur cette question de risque, du coup, lié au dérèglement climatique. On travaille beaucoup sur une notion qui s'appelle la distance psychologique. Donc, je vais l'expliquer, hein, du coup, mais cette distance psychologique, elle peut entraver la prise de conscience. Du coup, pourquoi? Parce que la plupart des risques majeurs, eh bien, ils vont être naturellement, psychologiquement distants. Quand on parle des risques, du coup, c'est un peu moins le cas aujourd'hui, mais pendant un moment, on parlait, enfin voilà, de façon trop globale, de façon trop éloignée dans le temps et dans l'espace, et c'est ça qui crée cette distance. Et c'est ça qui crée, par exemple, cet optimisme comparatif. Bah, ça arrive dans les pays du Sud, ça arrive du coup, sur les glaciers, etc., ça n'arrive pas vraiment chez nous. Or, ce n'est pas le cas. Donc, cette distance, finalement, elle induit une représentation un peu abstraite du risque. Et quand on a une mauvaise représentation du risque, je l'ai dit tout à l'heure, hein, ça réduit l'émotion qu'on ressent. Et l'émotion, nos émotions, qu'elles soient positives ou négatives, elles ont une fonction. Cette fonction, c'est la mise en mouvement. Par exemple, la peur, ça nous met en mouvement quand il y a un événement aversif et ça va venir nous protéger de cet événement-là. Du coup, si la représentation elle est abstraite, ça va réduire cette émotion, ça va réduire cette inquiétude et donc ça va impacter la motivation à agir. Donc, par exemple, le risque climatique, il cumule quatre distances. Une distance temporelle. En fait, on va parler de projection, hein, du coup, de projection à 2050, 2100. Donc, c'est quand même difficile pour les individus de se projeter sur un temps aussi long. Euh, du coup, voilà. Il y a une distance aussi spatiale. Donc, en fait, on va parler des problématiques qui sont quand même relativement lointaines. On va avoir aussi une distance sociale. On parle beaucoup hein, dans les communications des générations futures. C'est pas directement lié à soi. Et puis, on va avoir une distance hypothétique, toujours liée à ces incertitudes. Du coup, enfin voilà, dans la façon de présenter l'information qui peut venir, enfin, rentrer en dissonance avec ce que pense l'individu et qui peut venir mettre un doute, du coup, dans les esprits. Donc, pour finalement favoriser l'adoption de comportements de prévention, eh ben, on va travailler justement sur la réduction de cette distance psychologique. Et donc, on va essayer dans nos outils d'avoir une représentation plus concrète et plus proche en rapprochant le risque dans l'ici et maintenant. Donc, du coup, en parlant enfin, voilà, du climat et des risques potentiels du coup, proche de l'individu dans le temps et dans l'espace. Donc, l'idée, c'est pas de réduire la distance, mais c'est de la réduire du coup, enfin, parce qu'il y a un effet global, évidemment, mais c'est de la réduire à un niveau qui correspond à une bonne projection dans le risque encouru. Alors, donc, il faut que ce risque il devienne personnel, mais qu'il soit pas justement terrifiant pour pas prostrer les individus. Donc, qu'est-ce que ça veut dire sur le plan opérationnel? Donc en fait, dans les messages de prévention, on va intégrer des facteurs qui vont justement favoriser la prise de conscience. Donc on va travailler sur les normes sociales, je l'ai dit tout à l'heure, présenter des retours d'expérience. Quand on est dans une institution, c'est travailler sur ce que dit par exemple la hiérarchie, les managers, etc. Élaborer des diagnostics auprès des salariés, mais aussi des habitants pour mieux comprendre le problème. Donc voilà. C'est aussi faire un travail local, sectorisé et proche des individus.
C'est ce que j'ai dit enfin, tout à l'heure, l'ici et maintenant du risque. C'est adopter aussi une démarche qui vienne d'en bas pour limiter cette notion d'injustice organisationnelle. C'est essayer de bien comprendre ce qui se passe dans l'esprit des gens pour intégrer leurs problématiques, leurs besoins d'information dès le départ. Donc, c'est une approche qu'on appelle bottom-up, c'est-à-dire de prendre en compte l'avis faciliter la prise de parole des différentes parties prenantes pour mettre en place des protections, des actions de prévention. Voilà, donc ça peut être les faire expérimenter, par exemple, en créant du théâtre forum, la mise en situation, des visites de terrain pour qu'ils se rendent compte sur le plan expérientiel de ce que ça dit du risque, etc. Et c'est aussi, ben, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a des postures différentes, des types de réactions au risque différentes. Donc forcément, ce qui est du coup la sensibilisation qui est probante pour un type d'individu, ben, ne l'est pas pour l'autre. Donc ça va pas venir impacter les gens de la même façon, notre façon de communiquer. Donc on va finalement essayer de mixer ces approches de sensibilisation du coup, avec à la fois l'apport de connaissances, mais aussi les retours d'expérience sont très utiles. Procéder à de l'auto-évaluation du risque, des ateliers de facilitation, etc. Et puis, on va venir avoir enfin, des approches de sensibilisation qui offrent des relations positives et un discours juste. Je dis ça parce que souvent, par exemple, sur la communication des risques ou sur la communication enfin, du dérèglement climatique, on opte pour ce qu'on appelle, nous, un cadrage négatif de l'information, c'est-à-dire attention, il y a ce risque-là, protégez-vous, etc. Ou par exemple, par rapport au dérèglement climatique, attention, surchauffe, etc. Et en fait, le prisme et le choix qui est fait à ce niveau-là, c'est un choix de rentrer dans la communication de façon négative. Sauf que par rapport aux personnes, si c'est trop souvent négatif, ou s'il y a déjà une émotion accrue par rapport au dérèglement climatique, ça peut être délétère. Au contraire, d'avoir un cadrage positif de l'information, c'est-à-dire si vous mettez en œuvre tel type de comportement, alors il va se passer enfin, voilà, quelque chose de plus positif. Du coup, ça va vous préserver de ce risque-là. On dit la même chose, mais c'est pas tout à fait, mais c'est la capacité d'agir sera différente, dans le sens où quand c'est trop négatif, si c'est perdu pour perdu, par exemple, on n'a pas des motivations suffisantes pour se dire, bah, en fait, si le dérèglement climatique il est déjà là, et si moi j'ai un contrôle perçu faible, donc c'est-à-dire que j'y peux rien, eh ben, je ne veux pas avoir envie de mettre des actions puisque de toute façon c'est déjà perdu. Sauf que si j'adopte un cadre positif de l'information, dans ce cas, on montre qu'ailleurs c'est possible, les retours d'expérience, enfin voilà, ils montrent que c'est valorisant, etc., et que ça fonctionne. Ben, je vais avoir envie de ressentir ça aussi. Donc, on retourne dans ce que je disais tout à l'heure, le partage social de l'émotion. Je vais avoir envie de me mobiliser parce que ça aura fonctionné et parce que j'aurai un éveil émotionnel aussi dans cette action-là. Donc, on aura un éveil émotionnel, mais sans la prostration du coup, lié à la peur. Et puis, évidemment, il faut que ce soit cohérent, l'ensemble de ces actions, il faut qu'elles soient cohérentes et il faut qu'il y ait une exemplarité qui se mette en place. C'est pour ça que on travaille sur les individus, certes, et sur les groupes sociaux, mais on travaille aussi dans le système dans lequel est intégré, c'est pour ça que je le rappelais tout à l'heure, l'individu. Donc, en fait, il faut travailler sur l'ensemble de ces échelles-là pour que ben, la communication et les actions de prévention soient cohérentes entre elles. Donc, finalement, l'approche comportementale du risque, c'est mobiliser justement selon différentes échelles. À l'échelle individuelle, on va travailler sur qu'est-ce qui motive les gens à prendre en charge une action de protection.
quelles sont leurs valeurs, valeurs environnementales, valeurs par rapport au risque, etc. Qui sont-ils par rapport à ça? Dans quels groupes sociaux ils interagissent? Est-ce qu'il y a une identité environnementale? Ben voilà, du coup, essayer de comprendre ce groupe, cette sphère sociale, de comprendre aussi dans le changement de société, d'impacter sur le changement de structure, de système, du coup, dans lequel ils sont intégrés, va être intéressant. Donc, en fait, il faut bien comprendre que tous ces changements-là, on a différents niveaux de changement qui, en permanence, interagissent. Donc, du coup, et puis se nourrissent. Donc, quand on vient changer au niveau de la cognition, on vient changer aussi la sphère sociale et inversement, on peut partir de la sphère sociale pour changer les cognitions individuelles. Ou parfois, on part de plus loin, on organise un changement systémique qui va percoler petit à petit dans l'ensemble de ces sphères-là. Donc, par exemple, là, je vous ai mis un continuum du changement de comportement que j'aime bien présenter parce que, en fait, c'est vraiment les étapes du changement de comportement. Comment est-ce qu'un comportement se modifie dans la prévention des risques ou autres de tout. On a en gros, du coup, 5 phases de changement. Donc, on a une phase de ce qu'on appelle de pré-contemplation. Donc là, c'est on ne reconnaît pas le problème. Et en gros, je reconnais pas le problème, j'ai pas envie de changer, je compte pas changer dans les mois à venir. Donc, on appelle ça la phase de pré-contemplation. Là, les actions à mener, c'est vraiment informer, convaincre et sensibiliser. Dans la phase de contemplation, on est un cran dessus, c'est-à-dire qu'on reconnaît le problème, mais on ne sait pas, on n'a pas l'intention d'agir dans les mois à venir, on ne sait pas comment agir. Donc là, on va venir essayer de comprendre, de lever les freins. Qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas agir? Est-ce que c'est des freins contextuels? Est-ce que c'est des freins psychologiques, des freins sociaux? Donc, d'essayer de bien comprendre ça. Et puis de favoriser le passage à l'action, comme je disais, avec un cadrage positif de l'information en apportant des retours d'expérience qui ont fonctionné ailleurs, hein, et qui encouragent la motivation à l'action. Ensuite, on a une phase de planification. Donc là, c'est en gros, je sais qu'il y a un problème et j'ai envie d'agir, donc j'organise les différentes étapes pour agir. Donc là, l'idée, c'est d'aider les parties prenantes à planifier leur action. Plus on va la planifier pleinement, donc ce qu'on appelle nous les implémentations d'action, en gros, c'est le où, quand et comment de l'action. On aide comme ça, en aidant à formaliser le où, quand, comment de l'action, pour que le comportement soit plus facile encore à mettre en œuvre. Donc là, on organise, on dialogue, on donne des consignes concrètes aux gens. Et puis après, on entre dans la phase d'action. Alors la phase d'action, ça ne veut pas dire que c'est gagné, ça veut dire que c'est les premières actions de mise en œuvre de comportement de protection ou autre. Donc là, l'individu met en œuvre son plan d'action. Et donc là, pour qu'il le mette en œuvre, ça veut dire qu'au niveau contextuel et systémique, il faut lui donner les moyens d'agir. Donc là, on lui donne les moyens d'agir et surtout, comme ben, en fait, une habitude, ça met environ 66 jours du coup à se mettre en place. Du coup, avant d'être complètement intégré, adopté, eh ben, il faut valoriser en fait ce qui est fait. Donc valoriser les pratiques. Donc voilà. Et une fois qu'on a fait ça, on rentre dans une phase plus pérenne qui est le maintien de l'action, où là, on va essayer de continuer à accompagner jusqu'à complète du coup intégration de la nouvelle habitude. Et donc là, on va venir renforcer les valeurs du coup et les valeurs environnementales, les valeurs liées à l'action. Donc, tout à l'heure, je vous parlais de perspective temporelle. Donc, l'idée, c'est quand on travaille sur le plan opérationnel sur cette théorie-là, on va essayer de rapprocher, comme je disais, la distance sociale, spatiale et temporelle du risque. Donc, on va essayer de projeter le futur dans le présent, c'est-à-dire de parler du présent
pour incarner le futur, donc mettre en expérience. On va venir localiser les impacts très très clairement et très très proche de l'individu. On verra un exemple tout à l'heure. On va essayer d'utiliser des échéances courtes. Quand on parle à 2050, 2100, c'est quand même dur pour les gens de se projeter, même si on parle des petits-enfants, etc. C'est quand même difficile. Et puis, il faut essayer aussi de faire imaginer les conséquences immédiates du risque, et notamment quand on parle de dérèglement climatique. Donc là, je vous propose en fait de vous présenter deux exemples très différents. Enfin, je l'ai fait consciemment. Donc un exemple plutôt tourné gestion de la biodiversité, gestion des milieux par rapport au risque climatique. Et un autre exemple après, pardon, sur le risque inondation, pour vous montrer deux façons de faire différentes et comment est-ce que on va opérationnaliser un peu tout, en gros, la théorie je viens de vous développer. Et après, enfin voilà, on aura un petit temps d'échange. Donc là, par exemple, c'est un plan de gestion sur lequel on a travaillé. Donc l'idée d'un plan de gestion, c'est comment dans une aire naturelle, donc là c'est un espace naturel sensible, donc comment sur un espace naturel sensible, on peut à la fois enfin, une clause de l'espace naturel sensible, c'est qu'il est censé accueillir le public, mais il est aussi censé préserver la biodiversité sur site. Donc des fois, les deux, ça ne fait pas forcément bon ménage. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on a un outil qui s'appelle le plan de gestion, qui permet de projeter l'avenir de la zone sur 10, 15 ans, et maintenant en intégrant les problématiques de dérèglement climatique, donc ça va à 2030, 2050, donc parfois même 2100. Donc l'idée, c'est quelle est la projection dans le temps de cette zone-là et quelles sont les perceptions aussi des individus pour pouvoir mettre en place des actions à la fois de protection de la biodiversité, mais aussi pour favoriser un accueil du public, favorisant le bien-être, donc tout en respectant la zone. Donc il y a plusieurs étapes. Donc, on fait une étape d'état des lieux, on formalise des enjeux, on développe une stratégie, on écrit le plan d'action et après, on évalue le résultat de nos actions. Donc là, c'était un plan de gestion à La Ciotat. Donc, pareil, on a fait une phase d'état des lieux où on est venu étudier, enfin voilà, l'impact, la connexion à la nature, l'impact lié à la santé environnementale, les représentations sociales et socio-spatiales de l'environnement. Du coup, pour ça, on a fait, enfin voilà, je vous présenterai tout à l'heure du coup des cartes mentales, c'est-à-dire qu'on est venu demander aux individus de dessiner ces espaces-là en essayant de comprendre les freins et les leviers. Et puis, du coup, on est venu faire aussi donc, des enquêtes perceptives et des relevés écologiques. Et puis, pour la phase enjeu, stratégie et plan d'action, c'est là où on a activé les théories de la perspective temporelle, la distance psychologique, pour venir interroger les individus dans les phases de concertation sur finalement, c'est quoi l'avenir du territoire, de la zone, dans 10, 15, 50 ans, quel est l'impact, du coup, pour vous, personnellement, pour la collectivité, pour le milieu, dans le temps. Et donc, c'est comme ça on est venu travailler cette notion. Vous verrez l'outil tout à l'heure. Donc là, on a fait des entretiens, des ateliers de concertation et qui ont conduit à la construction de fiches de gestion qui ont été réalisées en collaboration avec les écologues et à partir des relevés écologiques sur site. Et donc, voilà, par exemple, là, sur la phase de diagnostic, on a interrogé les représentations spatiales, les émotions sur site, les risques perçus sur le site, la posture environnementale, à quel point est-ce qu'ils sont sensibilisés à l'environnement, est-ce qu'on anxieux aussi par rapport à l'environnement, ou plutôt détendus par rapport à l'environnement, à la biodiversité, à la question du dérèglement climatique. Donc ça, c'était toutes des questions qu'on me posait.
Et donc, les gens sont venus dessiner finalement sur sur ces différentes zones les éléments plutôt positifs, plutôt négatifs, et ce qui verrait changer, évoluer dans le temps sur ces zones-là. Donc, ça a donné des cartographies croisées. Donc, ces cartographies croisées des enjeux et des risques liés au site. Donc, ça permettait de bien voir ce qui est de l'ordre de l'écologie, par exemple, avec les habitats, les risques liés aux habitats, etc. Voilà. Et puis, de superposer ces perceptions sur un certain nombre de zones dont on voit qu'il y a des zones qui sont... enfin voilà, par exemple, sur les zones où les habitats sont fragilisés, il y a aussi des problématiques d'ordre perceptif. Donc, cette cartographie, elle nous a aidés à finalement définir les enjeux spécifiques de sites et les lieux sur lesquels travailler spécifiquement. Donc, finalement, on est venu rapprocher l'ici et maintenant, finalement, du risque climatique et des risques liés à la biodiversité dans le temps sur ce site-là. Donc finalement, par rapport au modèle que je vous présentais du coup précédemment, c'est les outils reviennent à finalement interroger le présent. Donc on avait dit retrouver, enfin projeter le futur dans le présent. Donc travailler sur le maintenant et le futur à différents horizons. Donc là, le plan de gestion, c'était sur 15 ans, mais on envisage aussi des projections à 2050, 2050, mais d'abord, c'est la projection immédiate, du coup, pour maintenant, dans 5 ans ou dans 10 ans ou dans 15 ans. Et on travaille sur différents éléments. Donc, par exemple, qu'est-ce qui se passe si on ne change pas? Donc, les statu quo. Quels sont les avantages pour moi maintenant et dans le futur? Quels sont les avantages pour la collectivité maintenant et dans le futur? Et quels sont les inconvénients? Et donc, là, ça vient venir travailler justement, et on fait le même exercice pour le changement. Qu'est-ce qui change quand on met en œuvre le changement, par exemple sur la surfréquentation, on met en place une jauge ou peu importe, du coup, si on met en place une action, quels sont les avantages pour moi ou pour la collectivité? Donc là, on est vraiment dans une notion de dilemme des communs. En gros, c'est pour moi, les avantages pour moi maintenant et les avantages pour la collectivité dans le futur. Donc, c'est vraiment des choses qu'on est venu travailler aussi. Et donc, ça permet de faire prendre conscience aux gens qu'en se projetant, si on prend par exemple la thématique enfin, voilà, de la surfréquentation, en fait, ça amène à dire que finalement, ce milieu-là, par rapport au dérèglement climatique et à la surfréquentation, maintenant, ça pose des problèmes, par exemple, de piétinement, mais maintenant, par exemple, pour le batelier, c'est intéressant d'avoir du monde sur le site. Mais dans le futur, si le site est trop abîmé ou si il est trop impacté par le dérèglement climatique, il y aura, si on met rien en œuvre, il y aura des problèmes et donc même pour lui, son activité socio-économique sera délétère. Donc c'est vraiment un outil qui va croiser les théories et qui permettent de mettre en œuvre en fait d'éveiller, en tout cas d'avoir un premier réveil émotionnel par rapport à des actions qui sont, même sur les risques, parfois, du coup, enfin voilà, difficiles à s'approprier, à accepter pour les gens. Ça permet de discuter un peu des contours des actions possibles. Donc voilà, ça c'est une façon d'incarner sur la thématique de la biodiversité. Maintenant, un autre exemple opérationnel, donc là c'est plutôt sur la gestion des risques, du coup liés enfin, voilà, au risque inondation, notamment un travail qu'on a pu faire avec la ville d'Orléans, le CEPRI, et donc l'université de Nîmes. Donc là, l'idée, c'était d'étudier les perceptions et d'organiser les conditions favorables d'une formation engageant des agents territoriaux au risque d'inondation.
puisque on s'était aperçu, en tout cas la ville d'Orléans s'était aperçu que dans ces agents territoriaux, finalement, il y avait 650 agents qui résidaient en zone inondable sur 1200, donc ça faisait quand même beaucoup. Et donc l'idée, c'était d'abord d'assurer une prévention des risques à l'échelle locale pour ces agents, donc de les former sur leurs propres risques liés à leur habitation. Donc, on voulait, par cette formation engageante, finalement, améliorer les comportements de prévention, réduire la vulnérabilité des agents et limiter les dysfonctionnements aussi en cas de crue majeure, notamment de la Loire. Donc, pour ça, en fait, plusieurs apports de la psychologie environnementale. Donc, comme je l'ai expliqué au début, on est venu d'abord comprendre du coup comment les gens ces agents-là percevaient le risque. Donc en fait, on a sélectionné un panel d'individus représentatifs de l'ensemble des agents. Et, oui, Oui, il y a une question de François Stès de la métropole de Nîmes. C'était la commune d'Orléans ou la métropole d'Orléans? c'était la métropole. Non, c'était la ville, pardon. C'était la ville. Merci. Et donc du coup, on est venu faire des entretiens semi-directifs. Donc, des entretiens semi-directifs, c'est en gros, on pré-identifie les variables importantes qui nous paraissent importantes dans la perception du risque. Par exemple, on sait que l'exposition au risque, le fait d'avoir vécu ou pas une inondation, bah, ça prédispose à la mise en œuvre de comportements. On sait que les conséquences perçues du risque, du coup, ça prédispose aussi la menace perçue du risque, ça prédispose aussi à la mise en œuvre de comportements. Donc ça, on a construit notre outil en fonction des variables dont on sait qu'elles prédisent enfin, voilà, des comportements de prévention adéquats. Donc, on est venu interroger l'ensemble de ces perceptions, donc analyser la connaissance, l'information et la perception du risque, analyser la représentation du risque, cette conscience du risque au niveau personnel aussi, et on est venu analyser les comportements déjà mis en œuvre. Est-ce qu'il y a des choses qui sont déjà faites auprès des agents pour se prémunir de ce risque-là? Donc l'idée, c'était de mieux adapter, donc dans cette première phase, le contenu de la formation. Justement, en comprenant mieux son public, ça permettait de mieux communiquer vis-à-vis de la diversité des populations et de rapport au risque. Il y a des gens qui étaient très conscients et des gens qui étaient moins conscients. Donc du coup, on est venu adapter par rapport à ces données-là. Et puis, on est venu essayer d'éviter le rejet ou l'alarmisme et de favoriser l'appropriation du contenu. Et puis, in fine, on est venu évaluer l'impact de la formation sur les comportements et les perceptions avec une méthode qu'on va plutôt appeler quantitative, puisque on va avoir un questionnaire. Donc, par rapport à des entretiens, c'est un peu différent parce qu'on a un questionnaire avec des questions où il y a des modalités de réponse, ou en tout cas, c'est des échelles de mesure. Donc, sur la perception du risque, sur le nombre de comportements mis en œuvre après la formation, etc. Qui nous permettait d'évaluer enfin, l'impact des activités qu'on proposait sur la mise en œuvre de comportements. Donc, on l'a mesuré après le jour 1, après le jour 2 et un mois après la formation. Donc, après le jour 1, vous allez comprendre pourquoi, parce que vraiment, c'est l'idée, si je reprends la slide d'avant, enfin, pardon, c'était de mobiliser des outils qui justement favorisent du coup cette distance psychologique, c'est-à-dire que rapprocher l'ici et maintenant du risque. Donc là, par exemple, on travaillait sur l'expansion de la crue et donc du coup la crue maximale, à quel moment ça impactait les habitations individuelles. Donc là, en fait, c'était plutôt une activité individuelle puisqu'on
on voulait que ça reste anonyme aussi parce que c'est jamais facile de parler de son exposition, hein. Du coup, donc ça restait plutôt de l'ordre du travail individuel, donc positionner son habitat dans cette crue majeure. Du coup, voilà, donc avec des niveaux d'eau associés. Là, on travaille plutôt sur les bâtiments collectifs parce que enfin, psychologiquement, c'est moins impactant que parler de sa situation personnelle et donc c'est plus partageable. Donc là, dans cette situation-là, on avait travaillé sur cet éveil émotionnel et justement sur positionner sur une échelle ici, là, le niveau d'eau. Enfin, qu'il y aurait en cas de crue majeure de la Loire. Et donc, sur les bâtiments collectifs, on avait une petite fiche par bâtiment collectif et ça permettait, enfin voilà, de positionner des niveaux d'eau. Et donc là, c'était intéressant dans la perspective, puisque quand on venait quand même, quand on commençait à prendre une chaise pour positionner une hauteur d'eau, là, en fait, il y avait une vraie prise de conscience. Donc, on est venu travailler sur ce qu'on appelle la visibilité du risque, et donc de façon très, très concrète, d'exposer visiblement le risque aux différents agents territoriaux. Et là, du coup, on travaillait aussi sur l'exposition à la visibilité du risque, plus concrètement à l'échelle individuelle. Donc, ici, on avait une maison de poupée comment dire, dans un aquarium. Et donc, petit à petit, on faisait monter l'eau parce que un des apports justement du diagnostic des entretiens préalables, c'était des réponses de personnes qui disaient, bah, en fait, j'aurais que 10 cm ou 15 cm, j'aurais les pieds dans l'eau, je monte à l'étage et puis j'attends que ça se passe. Sauf que comme on est sur une crue de plaine, du coup, ben, en fait, la décrue, elle est très lente. Elle met très longtemps à monter, mais elle met très longtemps à redescendre. Et donc, l'idée, c'était, le message, c'était bah, évacuer à sec. Mais sauf que c'est difficile au niveau perceptif, s'il n'y a pas de visibilité du risque, c'est difficile de faire évacuer les gens. Et donc là, l'idée, c'était plutôt de se projeter sur, bah, OK, même si j'ai, admettons, 10 centimètres, donc on faisait monter l'eau, finalement, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, bah là, on voit que les prises électriques sont dans l'eau, donc là, déjà, il n'y a plus d'électricité. Donc, le fait de se confiner à l'étage, c'est pas une bonne idée parce que pendant une semaine, potentiellement, on n'a plus d'électricité, on n'a plus de moyens, etc., etc. Donc là, c'était une position assez didactique où on montrait aussi que dès que on était même à hauteur de genoux, ben voilà, il y avait des choses qui commençaient à bouger, ça pouvait être dangereux, enfin, du coup, en termes de mobilité des objets, etc. Donc voilà, donc on venait un peu expliquer, en montrant même sur cette maison de poupée, ce qui pouvait se passer. Et donc ça, c'était la première journée, et c'est pour ça qu'on est venu après évaluer cette première journée, parce que la première journée visait à définir ce que c'était que l'inondation, du coup, l'importance d'être autonome par rapport à l'inondation, et donc l'idée de cette journée 1, en gros, c'était d'avoir une conscience du risque, donc d'apporter de l'information, et puis d'arriver à une acceptation, une appropriation du risque par la prise de conscience. Donc, en fait, dans cette première journée, on n'a pas du tout parlé de comment on fait. On a dit qu'est-ce qui se passe de façon générale, c'est quoi le risque, c'est quoi le risque inondation, c'est quoi le risque inondation à Orléans et aux alentours, du coup. Et après, c'est quoi votre risque à vous? Donc ça, c'est vraiment la première journée. Donc au niveau émotionnel, on a mesuré du coup la capacité, en tout cas, d'éveiller émotionnellement. Donc c'était le cas, enfin, heureusement ou malheureusement, en tout cas, à la fin de la première journée, ils étaient enfin voilà, dans l'émotion. Et c'est pour ça que le jour 2, en fait, on proposait tout de suite après cet éveil émotionnel une mise en œuvre des actions. Voilà. Maintenant, je sais qu'il y a un risque
comment je peux faire pour me prémunir de ce risque à l'échelle individuelle. Et donc là, on parlait des niveaux d'alerte. Qu'est-ce qu'il faut faire quand il y a un niveau d'alerte quand je suis en vert? Qu'est-ce qu'il faut faire quand je suis en jaune? Et qu'est-ce qu'il faut faire quand je suis en niveau d'alerte rouge, quoi. Et donc, on les faisait travailler sur des mises en situation en fonction du niveau d'alerte et on leur faisait coécrire du coup des fiches techniques reprenant les actions à mettre en place selon le niveau d'alerte. Et après, à la fin de la journée, on reprenait les fiches techniques avec eux qu'ils avaient co-construit du coup par l'expérimentation. Que plus on le fait soi-même, plus on construit soi-même, plus on a de chances aussi de se l'approprier. Du coup, c'est pas descendant. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure des actions euh, bottom-up ou top-down, ou en tout cas descendantes ou ascendantes. Plus ça vient de nous, plus ça nous implique dans la mise en œuvre. Donc voilà, ce deuxième jour, c'était pour tourner sur les actions et après, on est venu évaluer justement l'impact sur les comportements. Donc, en gros, avant, dans les entretiens, on avait un risque perçu globalement, mais pas personnellement. Du coup, après, donc même un mois après, on avait une meilleure connaissance de sa situation personnelle, avec notamment les actions de la formation. Avant, on avait un bon contrôle perçu, c'est-à-dire que, en gros, je suis capable de mettre en œuvre des actions, mais dès qu'on demandait aux gens de définir des actions spécifiques, en fait, il y avait pas vraiment, enfin, les actions envisagées, c'était vague, du coup, c'était pas concret. Et donc là, après, il y avait une enfin, en tout cas, une perspective comportementale plus sécure et enfin, moins vague. C'est-à-dire les comportements étaient mieux rappelés. Du coup, et puis on a réussi à mobiliser une conscience du risque sans non plus vécu émotionnel alarmiste, donc sans, enfin voilà, mobiliser la peur excessive. Voilà. Au début de cette formation, on a eu des réticences assez fortes aussi, voire ce qu'on appelle nous de la réactance, donc c'est le rejet complet de la démarche parce que justement, enfin voilà, c'était considéré comme c'était des agents territoriaux et que c'était leur risque personnel. Il y avait un sentiment légitime, du coup, en tout cas, d'appropriation de sa situation personnelle, quoi. Il n'y avait pas cette volonté de partager avec autrui sa situation personnelle dans le cadre de son travail, et notamment par rapport au rôle de référent, qui était associé à cette formation-là. Et puis finalement, après la formation, les participants, on s'est aperçu qu'ils ont communiqué les informations transmises, environ une dizaine de personnes. Donc il y avait vraiment enfin, voilà, un changement de posture et puis enfin, voilà, une envie de partager sur les informations connues sur cette formation. Donc, du coup, qu'est-ce que ça veut dire sur le plan opérationnel? Là, c'est un autre exemple et je m'arrêterai là, du coup, pour qu'on ait le temps de discuter. En fait, je vous ai parlé tout à l'heure aussi du fait que en psychosocial, on s'intéresse aussi à la capacité des outils réglementaires ou pas, hein, mais des outils créés pour, prévenir les risques, ou en tout cas pour adopter les bons comportements. Donc là, l'idée, c'était de mesurer l'efficacité opérationnelle des dispositifs réglementaires de sensibilisation au risque d'inondation sur le changement de comportement. Euh, donc en gros, on a fait à nouveau des entretiens semi-directifs, donc on a échangé avec les gens. Donc on avait deux terrains différenciés, à la fois un terrain à Orléans avec des crues de plaine et un terrain à Arles où on a plutôt des crues torrentielles. Et on a interrogé l'impact et la connaissance de quatre outils réglementaires, donc l'information acquéreur-locataire, l'audit crime, les réunions publiques et les repères de crue. Et on a utilisé un outil théorique donc, que je vous ai présenté tout à l'heure avec les phases de changement, donc le modèle du changement de comportement. Et donc, on est venu interroger la capacité de ces outils-là
à promouvoir le changement de comportement réel. Donc, on a des objectifs. Donc, quand on a un outil, on a des objectifs opérationnels. On est venu, donc là, c'était l'objectif opérationnel principal, c'était euh, accompagner le changement, adapter le comportement pour que les gens fassent plus, en tout cas, mettent en œuvre des comportements de protection. On est venu étudier si ces outils réglementaires-là, dans ces situations-là, impactaient directement sur les comportements à travers cet outil théorique. Donc, les résultats étaient un peu en demi-teinte puisqu'on se rend compte qu'il y a quand même que ces outils avaient du mal à toucher leur cible puisque beaucoup de gens méconnaissaient ces outils-là. Et puis ensuite, quand on leur présentait, on s'apercevait que on leur présentait l'ensemble des outils dans l'entretien, on s'apercevait que la lecture des outils était assez mal adaptée à la prise de conscience. Enfin, voilà, il y avait des fois des manques de clarté, des incompréhensions de la part des parties prenantes. Voilà. Par exemple, un résultat super intéressant qu'on avait eu, c'est que les repères de crue, en fait, ils étaient ça c'était vraiment très connu du grand public. Enfin, je veux dire, je crois que on a eu 90 ou 95% des gens connaissaient les repères de crue et savaient où les identifier, etc. Mais en fait, quand ils en parlaient ou quand enfin voilà, le montraient à des gens, c'était plutôt pour l'aspect du coup historique, la référence historique sur la hauteur d'eau, plutôt que d'alerter sur un potentiel danger qui peut survenir. Donc c'était vraiment, ça faisait le boulot, si vous voulez, sur la partie mémoire du risque, mais ça faisait pas le boulot sur la partie prévention du risque. C'est-à-dire que le risque, il a été, mais dans la tête des gens, il ne sera peut-être plus, quoi. Du coup, il n'y avait pas cette capacité de mobilisation de l'outil. Donc voilà, donc finalement, par rapport à notre échelle de changement, donc on a vu précontemplation, contemplation, planification, action, maintien. On est venu mesurer ça et finalement, on s'apercevait que, il y avait que très peu de changements de comportement, très peu de comportements mis en œuvre par rapport à ces outils-là. Et donc, l'idée, c'était de revoir ce qui, dans l'outil, permettait de promouvoir, justement, d'améliorer ce report comportemental. Donc, voilà. Je vous remercie de votre attention. J'espère que c'était assez clair. Puis je vous invite à me poser des questions si vous en avez concernant ces différentes parties qui sont un peu différentes. Enfin voilà, mais la question des risques, elle est assez systémique et assez holistique pour toucher à la fois la biodiversité, le dérèglement climatique et les autres types de risques. Merci beaucoup, docteur. C'était pour ma part très clair. Parmi les personnes connectées, est-ce que vous avez des questions? C'est le moment. Alors, le temps qu'ils réfléchissent à leurs questions, moi Oui, j'en ai une. oui, Euh, Vous avez parlé des exemples de formation, et notamment celles qui sont faites par le CEPRI, qui sont bien connues par nos amis du CEPRI et qui sont très percutantes. mm, Euh, ils en ont une, je ne sais pas si vous l'avez évaluée, qui est un peu dans l'air du temps, c'est la formation par la méthode de la fresque de l'inondation dans ce qui les concerne. Et est-ce que vous les avez évalués, ces outils-là, et qu'est-ce que vous en pensez par rapport à d'autres types de formations telles que celle du CEPRI, si c'est celle du CEPRI que vous aviez évaluée? mm. Alors non, je ne l'ai pas directement évalué. Donc la fresque, c'est un outil intéressant, enfin, que ce soit la fresque du climat, la fresque de la biodiversité. Enfin, ça permet justement du coup cette prise de conscience sur une échelle temporelle. Donc on a bien là cette notion-là. Peut-être que du coup, après, j'ai pas directement vu comment ils ont opérationnalisé ça, mais par exemple sur la fresque du climat. Ça reste assez large. Enfin, si on reprend la question de la distance psychologique, nous, on préconise des fresques qui sont plutôt liées à la localité. C'est-à-dire que
plutôt que de parler de climat global, parler du climat, climat urbain si on est en ville, climat du coup, en tout cas du climat vécu par l'individu. Et donc du coup, là, ça prend tout son sens puisque c'est par rapport à cette notion d'essence psychologique, on réduit dans le temps. Donc on a vraiment dans la fresque cette notion temporelle de maintenant on en est où et où on va. Mais on a aussi la distance du coup locale. Donc plutôt rapprocher les événements du coup au niveau local. Alors, effectivement, quand on prend la fresque de l'inondation du CEPRI, justement, elle fait la localité, puisque toute sa force et sa puissance, c'est de ramener le principe de la fresque du climat à Mm. l'échelle locale en repartant des cartes que vous avez présentées tout à l'heure, qu'ils ont pu faire notamment sur l'Île-de-France ou sur la Loire. Ça fait partie des éléments qui sont faits. Ok, merci pour Mm. la réponse. Bah, Euh, oui, oui, non, si c'est le cas, enfin voilà, c'est un outil assez, enfin, pour moi, de prime abord, c'est un outil qui respecte en tout cas ce qu'on observe sur le terrain, donc c'est un bon outil. Madame Meunier-Lacroix, vous avez une question? Oui, bonjour, Bonjour. Morgane Meunier-Lacroix. Je suis docteur aussi en psychologie sociale et du travail à l'École nationale des officiers de sapeurs-pompiers. Donc, je travaille également sur la gestion de crise et je trouve votre approche extrêmement intéressante, hein. Merci pour cette présentation. Moi, j'avais une question plutôt concernant les décideurs et les autorités. Est-ce que, au travers de vos interventions, vous avez vu une évolution de ces représentations en rapport au risque et des modifications de comportement et de conduite ou de décision au niveau de cellules de crise ou plus directement sur le terrain? Alors, on ne les a pas mesurés directement, enfin, de façon opérationnelle, mais enfin, je peux vous donner un ressenti. Du coup, en tout cas, enfin voilà, il y a enfin, moi j'ai ressenti une implication plus grande. Après, peut-être là où ça pêche, c'est plutôt sur la concrétisation des modifications d'outils, etc. Je sais que voilà, c'est difficile de refaire tout complètement un crime, c'est difficile, c'est du temps. Mais je pense qu'aujourd'hui, en tout cas de ce que je peux en voir, les 10 crimes sont beaucoup plus faciles à lire, beaucoup plus opérationnels que ce qu'ils n'étaient il y a encore une dizaine d'années. Parce qu'on a intégré petit à petit cette notion de perception des risques qui est venu percoler un peu les représentations. Après, je ne l'ai pas mesuré en termes scientifiques. Mais c'est toujours long parce que par ailleurs, je travaille sur enfin, un autre stresseur environnemental qui est la pollution sonore, par exemple, sur le bruit des avions, où là, du coup, on a montré des différences de typologie par rapport à la gêne ressentie des riverains. Et en travaillant avec les DGAC, on crée des ateliers d'acculturation de ces notions-là. Parce qu'en fait, quand on fait une recherche, on est content, on a des super résultats. Mais en fait, on est encore plus content quand ils sont utilisés, en fait. Et donc, et en faisant ces ateliers-là, ça marche mieux que si on livre les résultats, on fait un copil de fin et voilà. En fait, parce qu'il y a une vraie prise de conscience, on les fait travailler, on les mobilise. Et je pense que dans chaque projet, on devrait avoir des choses comme ça parce que les acteurs, qu'ils soient gestionnaires, institutionnels, etc., ils sont quand même intéressés pour que ça s'arrange, en fait. Et donc, pour gérer au mieux, du coup, que ce soit le bruit ou le risque. Mais quand ils ont des outils parfois trop scientifiques ou trop bruts, du coup, ils ont besoin d'une médiation pour pouvoir savoir bah, comment on fait avec cet outil-là et comment je peux l'utiliser. Ouais, enfin voilà, c'est ce que je note. Quand on fait des ateliers du coup d'acculturation des outils, ça fonctionne mieux. Merci. Après, Morgane, sur la partie purement opérationnelle gestion de crise, il y a de beaux travaux qui ont été faits par vos collègues de l'ENSOSP sur ces sujets-là. Et notamment lors de l'exercice Domino 2022, il y a eu plusieurs psychologues qui étaient intervenus Tout à fait. pour évaluer la situation. À la limite, n'hésitez pas à vous rapprocher d'Anaïs Gauthier. Il y C'est a- ma chef.
Ouais, bon, si c'est Anaïs, c'est ta chef, alors fais tous Je les connais efforts. bien l'équipe et Domino, en effet. Merci. Fais-lui la bise, parce que ça fait un petit mois que je l'ai pas vu. D'autres questions? Oui, Françoise? Pardon. Bonjour et merci beaucoup pour ces informations très intéressantes, hein, et tout le travail. Donc Françoise Tess, anime Métropole, en charge du plan intercommunal de sauvegarde et aussi de l'aide, et notamment de ce fait de l'aide aux communes, à certaines communes dans le cadre de leur mise à jour de PCS et aussi l'organisation générale, la sensibilisation avec l'aide du CIPRE. Donc j'avais deux questions. Déjà, essayez comment dire, à quel moment est-ce que vous êtes sollicité? Donc, vous nous avez donné des exemples, etc. Mais c'est plutôt par anticipation sur, comment dire, des collectivités qui sont enfin, ou autres, qui sont à haut risque sur une thématique spéciale, ou c'est suite à des événements? Enfin, comment est-ce que vous intervenez, et ce que vous disiez aussi tout à l'heure, à savoir le après, Oui, c'est-à-dire suite à vos interventions, effectivement savoir comment est-ce que ça a été divéré et pris en compte. C'est sûr que ça prend du temps, mais en tout cas, je trouve que c'est vraiment essentiel parce qu'on est vraiment dans une période d'éco-anxiété, de tout ce qu'on veut. Et moi, je trouve que dans notre métier, les choses qui sont difficiles, c'est de sensibiliser sans trop inquiéter, sans trop Hmm. effrayer et non plus sans dédramatiser parce que enfin oui, dédramatiser Oui, pour oui, bien sûr. parce que sinon si on leur dit bah non mais vous inquiétez pas, ça y arrivera jamais, bah ça sert à rien Non, quoi. c'est pas ce qu'il faut Donc faire non plus, hein. C'est pour ça que hum, nous, on parle d'éveil émotionnel parce que c'est ténu, mais en tout cas, c'est vraiment une posture. Voilà, par exemple, ce qu'on avait fait avec le CEPRI, mais aussi, enfin, voilà, plus récemment sur des notions de biodiversité, etc. C'est vraiment de faire prendre conscience. Enfin, il y a une vraie information qui est donnée aussi. Après, euh, l'intérêt, c'est d'informer et tout de suite de dire comment agir. Et c'est ça qui permet de parce que hum, l'information, il faut qu'elle soit donnée. Enfin, moi, je préconise quand même un cadrage positif de l'information. Enfin, voilà, plutôt un cadrage positif, c'est présenter les avantages à adopter une posture plutôt que les inconvénients si on ne fait pas, en fait. hum. Donc, personne n'a envie qu'on nous impose quoi que ce soit. En fait, on est comme ça, les êtres humains. Donc, Ouais. voilà. Et donc, du coup, Surtout les latins, ouais, c'est clair. Et donc, du coup, s'il y a quelqu'un qui... Enfin, moi, je travaille beaucoup aussi sur le partage social de l'émotion, et notamment par rapport aux enjeux environnementaux. S'il y a quelqu'un qui vient me dire, alors, j'ai mis en place ça, ça m'a aidé parce que finalement, j'ai appris ça, 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 et ça m'a permis de réduire mon risque ou quoi que ce soit, et ben en fait, c'est une motivation. C'est un père qui vient de me dire ça, donc moi, j'ai envie de me dire pareil. Euh, Par exemple, je vais vous prendre un exemple plus proche sur, par exemple, les capteurs de CO2 du coup, dans une maison. S'il y a quelqu'un qui vient me dire, ouais, grâce à mon capteur de CO2, en fait, j'ai eu une fuite avec mon poêle et donc ça m'a permis bah, de ne pas mourir, hein, tout simplement. Et Hum, donc, du coup, ça donne envie de faire pareil parce que, du coup, au lieu de dire, enfin, d'avoir une approche plutôt négative, quoi. hum, Donc, la façon d'aborder les sujets, enfin, en gros, comment je travaille sur ces sujets. Alors, du coup, il y a plusieurs. Enfin, moi, je travaille sur intervention. Enfin, quand on me sollicite directement, voilà. Je travaille beaucoup sur les appels d'offres aussi, parce que du coup, j'intègre systématiquement de la psychologie là où forcément on l'attend pas tout le temps, mais du coup, c'est une première façon d'intégrer des sciences sociales à la réflexion, notamment sur les plans de gestion. Là, c'est des choses importantes, hein, la connexion à la nature. Un espace, il est d'autant mieux respecté qu'il est compris dans sa fragilité, en fait, notamment par rapport au dérèglement climatique. Donc, j'intègre des notions de psycho-environnementales dans les appels d'offres. Et puis après, du coup, c'est plutôt voilà, les séminaires, etc. Et donc, enfin, qui m'amènent à faire des propositions d'études. Enfin, voilà. Mais c'est vrai que souvent, on est plutôt appelé dans l'amont. Et même si on prévoit toujours, moi c'est très important pour moi d'inclure un volet évaluation de l'action, hum. bah,
par rapport aux besoins ou au financement en présence, surtout que, enfin, en ce moment, c'est pas évident pour personne. Du coup, bah, c'est le volet qui saute le premier, quoi. Et oui. Pour Et rebondir, j'avais donc une vous avez deuxième dit, partie de question qui était pour oui, le cyprès. oui, Françoise. Et est-ce que, par conséquent, le CIPRE, dans le cadre de ces documents cadres, fait déjà ou va adapter son approche de communication? Je sais qu'il y a eu pas mal de mises à jour, hein, notamment avec les discussions que j'ai avec Caroline, hein, sur tous les outils de com sur les différentes thématiques. Et d'ailleurs, vous travaillez à nos côtés, hein, pour les 10 crimes des communes. Est-ce que vous avez déjà intégré ces communications positives ou est-ce que ça va être le cas? Ça serait bien de nous donner quelques exemples aussi de comment vous nous aidez à les intégrer. Alors, on n'a pas fait appel aux sciences de la psychologie sociale pour évaluer nos documents. Peut-être, c'est à réfléchir. Pour autant, on est bien dans des termes qui ont été utilisés par le docteur Richard il y a pas très longtemps, le ici maintenant, hein. Si tu regardes bien notre crime type, il y a ces informations-là, ces éléments-là. On essaie de positiver les choses. On ne cherche pas à faire en sorte que quand les gens ouvrent le crime, ils partent tout de suite en courant. Euh, mais d'essayer de retenir quels seraient les comportements qui pourraient leur permettre de sauver leur vie, celle de leurs enfants, de leurs compagnons. C'est l'objectif même du crime, avoir conscience du risque, à quoi je peux être exposé, sans se poser la question est-ce que c'est probable, pas probable. Quand le risque il s'exprime, bah, il s'exprime, il faut réagir. Donc le DICRIM, la dernière version du DICRIM qu'on a fait, qui a été maquetée l'année dernière, prend pas mal d'éléments qui ont été présentés par le docteur Richard dans son process. Après, ce qu'elle a dit et qui est hyper important tout à l'heure, qui peut être une source de mobilisation pour les collectivités, qui se fait de plus en plus, c'est les programmes recherche-action. Ça peut être une bonne voie de mobilisation pour les territoires que de pouvoir s'intégrer là-dedans. Et pour les sciences sociales du risque, c'est plus facile de pouvoir avoir des financements par ce biais-là. D'accord. Après, dans les travaux qu'on a en cours, Françoise, Ouais. rien n'interdit d'en discuter ensemble et voir Oui, on comment le fera, bien sûr. intégrer Dr Richard ou Mm. quelqu'un d'autre pour avoir cette approche-là. Nous, on est des techniciens du risque, hein, soit des anciens opérationnels, soit des techniciens. On est aussi près. Pour le moment, j'ai pas de psychologue. On peut reparler des budgets lors de l'Assemblée générale, Françoise, mais c'est pas prêt. J'étais sûre de ça. Ok. Non, mais voilà, c'est vrai que c'est un sujet intéressant et important et qu'on ne sait pas très bien appréhender. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous avez organisé cette visio, parce que c'est pas notre cœur de métier, mais on le subit, quoi, hein. Mm, Oui, mais indirectement, il y a quand même des petites choses qui existent. Là, l'idée mm, de cette intervention, c'était d'apporter un panel global et Mm, pas juste sur du ressenti, du vécu, du partage de ce que les uns et les autres comprennent, mm, sentent, appréhendent parce qu'ils ont eu des vécus sans forcément avoir la compétence du docteur Richard. Donc, il y a déjà des petites choses qui existent. C'est la superposition de ces petites choses qu'on arrive à un optimum aujourd'hui qu'on n'avait pas il y a 10 ou 15 ans. Mais il y a encore beaucoup de marches à franchir. Parce que là, on ne parle que de la psychologie du risque, mais le citoyen, le risque, il mm, s'en fout, quoi. Enfin, c'est pas sa priorité du moment. Aujourd'hui, en ce moment, c'est le prix du carburant. Donc, comment on arrive à faire en sorte que cet élément-là, qui n'arrivera peut-être jamais, devienne quand même une priorité, parce que le jour mm, où ça arrivera, il faudra qu'il le prenne en compte. Donc, mm, dans les travaux présentés par le docteur Richard, il y a aussi cette problématique qui est comment j'arrive à faire en sorte que ce petit machin dont j'ai pas envie qu'on me parle mm, arrive à malgré tout à percoler dans la tête des gens et que mm. ça y reste. Parce que l'idée, c'est mm. que ça y reste un peu quand même. Et sur le programme Oui, oui. Recherche-Action, comment est-ce qu'on peut avoir des infos là-dessus? Bah, un programme de recherche-action, ça peut se monter à de différentes façons. Du coup, enfin, par rapport
aux subventions, on peut avoir des subventions, soit si on intègre un projet de recherche en lui-même, où il y a des financements région aussi parfois. Il y a des financements, des AMI, des appels à manifestation d'intérêt de l'ADEME parfois. Mm. Du coup, ou simplement en montant, par exemple, nous, sur les appels d'offres, bah, en fait, on fait de la recherche-action, mais ça reste dans le cadre d'un appel d'offres, mais on intègre de toute façon, dans nos façons de travailler, tout le temps, une dimension scientifique Ok. pour valoriser les outils et les mettre en œuvre sur le terrain et de voir comment ça réagit. Parce que parfois, on a des outils théoriques aussi, et c'est là que l'expertise locale elle est importante, qui fonctionnent plus ou moins bien suivant le territoire. Il y avait une question, je pense. Oui, Sonia. Hmm. Sonia pour la Bonjour. commune de Rognac. Bonjour. Bonjour. C'est ça, bonjour, bonjour à tout le monde. Oui, effectivement, hein, une présentation très intéressante avec des mots précis qui nous parlent vraiment. Moi, je voulais revenir effectivement sur le DICRIM. Lors d'une formation auprès du CIPRE, justement, j'avais posé cette question un petit peu de manière anodine en disant, mais euh, est-ce qu'on a une évaluation de ce DICRIM qui est envoyé dans chaque foyer? Et effectivement, on ne sait pas trop. Il semblerait aujourd'hui qu'on dise que bon, les résultats ne soient pas au rendez-vous, d'après ce que j'ai pu comprendre. Et du coup, j'ai une espèce de réponse à ma question que j'avais, à ma question ouverte, hein, que j'avais proposée et sur laquelle on s'était arrêté ensemble. Je ne sais pas si vous en rappelez, Monsieur Pourtin, mais Je me rappelle bien. Mais c'est-à-dire que le DICRIM en lui-même, si on ne fait que le faire, l'envoyer, Hmm. c'est ça, ça ne sert pas à grand-chose en fait. On a exactement, rempli l'acte réglementaire exigé. c'est ça. Et s'il y avait un événement, ben, le procureur de la République ne pourra pas vous le reprocher, puisque c'est ça qui est exigé. Après, si on veut Mm. vraiment que ça soit efficace, ben, ce n'est pas le seul moyen. Et donc, il faut étager tout ça. Et puis, comme ça vous l'a été présenté tout à l'heure, ben, il faut évaluer le global. Si on fait qu'envoyer, faire un décrim, l'envoyer, ben, on aura les résultats de ce qu'on a fait, en fait. C'est ça. C'est-à-dire pas grand-chose. Et autre exemple très récent, il y a eu un exercice sur un exercice nucléaire à Toulon, je crois, la semaine dernière. Oui, c'est ça, oui, sur 2 jours. C'est ça, et il y a eu une publication des services de l'État hein, sur Oui. l'exercice. Et j'ai été très étonnée, et même choquée parfois, par les commentaires des personnes qui étaient tout à fait sceptiques. Et c'est là où on en vient, pareil, à cette analyse. Hein. Sceptique, critique, en disant que s'il y avait un aléa, il n'allait pas s'arrêter à la limite des différentes villes. Et donc, ça aussi, c'est compliqué aussi de mettre en place une lutte contre ces critiques-là qui sont plutôt sévères vis-à-vis de l'autorité, notamment, et des actions qui peuvent être mises en place. Tout est mis. Voilà, la distribution d'iode, pareil, voilà, tout est critiqué, tout est remis en cause. Et je trouve que c'est compliqué aussi de convaincre sur la base des éléments pourtant. Mais c'est tout le problème du systémique que je rappelais tout à l'heure. En fait, ce qui se passe là, c'est que c'est pas le risque qui est remis en question, c'est le système dans lequel il s'incarne. C'est qui met en place. En fait, c'est cette dissonance entre perçu, entre ce qui est préconisé et ce qui est fait en fait sur d'autres sphères que le risque que vous décrivez mais qui ajoute une pierre à l'édifice sur cette défiance envers les institutions, sur cette défiance envers l'autorité qui met en place ce risque-là. Donc en fait, c'est important aussi mais c'est même dans une structure, dans une entreprise, que ce soit à l'échelle d'une collectivité, de bien comprendre où on en est sur la relation du coup à l'autorité et comment la restaurer en fait. Avant de vouloir faire des actions pro-environnementales, des actions sur les risques, enfin, c'est d'abord de retisser, de renouer un lien de confiance, parce qu'en fait, vous aurez beau faire toutes les actions les plus merveilleuses que vous voulez, s'il n'y a pas cette confiance-là, c'est quand même difficile, et d'autant plus dans des structurations du coup de système dans lequel on est aujourd'hui qui ont tendance à individualiser, à promouvoir, enfin voilà, enfin, on est moins dans le collectif, donc du coup, on est plus dans la peur. Enfin, on a quand même des aspects médiatiques qui nous poussent vers aussi cette anxiété généralisée
Et cette défiance où on voit des dissonances dans le corps étatique ou dans la façon d'opérer la gestion qui peuvent parfois choquer parce que justement, on vient trop individualiser le comportement plutôt que d'en faire quelque chose de systémique, quoi. C'est ça, ouais, c'est ça. Moi, c'est simplement à ce niveau-là où effectivement, je alors on le savait déjà, mais voilà, dans la pratique, je me suis dit: «Effectivement, on a encore beaucoup de travail à faire». Et dans la façon justement de faire la déclinaison du décrime et également dans cette perception qu'a la population, des actions que peuvent être menées, qui peuvent être menées par les collectivités, tout simplement. Même si ce sont des actions qui vont dans le bon sens, il y a cet esprit critique qui est là, Hmm. qui est, il y avait aussi un commentaire où on vous disait, alors n'allez pas chercher les enfants à l'école, ils sont gérés et puis vous avez le commentaire qui vient et qui dit: «Mais s'ils sont sur le chemin de l'école, qui les gère? Qu'est-ce qu'on fait? On ne doit pas sortir». Bon, il y a tout cette réflexion-là, qui est contre-productive justement et je me dis que tous ces gens-là n'ont pas été touchés par la démarche. Hmm. Alors Oui. après, c'est compliqué, hein, tout ça. Ça nécessite de vraiment tout reposer à plat, en fait. Parce qu'on est quand même aujourd'hui dans une situation de défiance de la part d'un certain nombre de groupuscules qui s'exprimaient pas, ne serait-ce qu'il y a 5 ans, hein, sans dire que c'est l'histoire du Covid, parce que c'est peut-être un tout petit peu plus vieux que le Covid, en fait. C'est l'étape juste d'avant, où la défiance a pu être exprimée dans son maximum, et pour lequel on n'a pas forcément apporté une vraie réponse. Donc, on est toujours dans cette défiance qui existe depuis certains gilets jaunes, et qui est aujourd'hui, qui s'exprime, en fait. Et quand on a des communications des autorités qui sont ce qu'elles sont et elles peuvent être difficilement être autrement puisque leur rôle c'est de donner quelles sont les mesures comportementales à adopter en cas de crise. Et là, on était dans un exercice où on resimule la crise. Elles sont pas là pour faire la littérature en fait. Donc, comme on n'est qu'en exercice, ben il y a des gens forcément qui s'expriment. La problématique qu'il y a, c'est qu'on est dans un contexte qui est du nucléaire militaire avec Mmh. tous les sujets que ça comporte, toutes les Oui. Mmh. difficultés que ça comporte, et où chaque service n'est pas complètement, on va dire, autonome pour pouvoir véritablement s'exprimer de la manière les plus libres qui soit, en fait. Et qu'on a des associations locales qui jouent justement de ça pour exister sur la place toulonnaise. Donc, quand on prend tout ça, fait que on apporte un peu d'huile sur le feu, là où il n'y en aurait pas besoin, et là où on est peut-être un peu faible en matière d'implication réellement des populations, sachant que les populations elles-mêmes, quand on les sollicite pour participer et être actives dans le cadre de l'exercice, 6 mois avant, elles sont hyper favorables. La veille de l'exercice, comme par hasard, elles ont aquaponé. Mmh. Donc, et c'est pour ça que je pense que quand on veut progresser, il faut tout reposer à plat, s'associer avec des gens dont c'est le domaine de compétence, euh, et de fixer un programme d'action au regard des résultats qu'il en sort, mais véritablement repartir de la base, même s'il y a des choses qui existent, hein. Quand on regarde une brochure d'information préventive sur le risque nucléaire militaire, c'est pas vraiment la manière dont les brochures sont faites par le CIPRE. Puis c'est travailler avec les éléments de proximité aussi, c'est-à-dire que par exemple sur le risque inondation, il y a un réseau de voisinage qui parfois se met en place dans certaines collectivités qui fonctionne plus que d'avoir Mmh. une autorité qui... Parce que en fait justement, c'est des pairs, du coup c'est des voisins, c'est des gens qu'on connaît et c'est des formes d'ambassadeurs en fait, du coup, qui viennent rassurer les individus qui auraient enfin voilà, cette défiance. Et donc, du coup, le message sera perçu différemment. Donc, du coup, des fois, de passer par d'autres entités, comme le réseau de voisinage ou autre, ça peut Mmh. permettre aussi de mieux s'approprier le risque. Moi, quand on parle de risque inondation, souvent, enfin, moi, je trouve hyper cohérent que ce soit souvent les EPTB qui en parlent, parce que eux, ils connaissent le cours d'eau, eux, ils travaillent sur le cours d'eau, Mm, eux, ils vivent le cours d'eau au quotidien. mm, Et quand ils parlent au public, ben forcément, ils paraissent plus légitimes et plus Mmh. crédibles. Mmh. C'est toujours la recherche de qui est finalement le plus légitime et crédible pour en parler.
Et je suis d'accord avec vous, docteur, quand on change le paradigme de celui qui parle, des fois, on a des résultats bien meilleurs, en fait. Mm. Bah, c'est qui délivre l'information, ça c'est la psychologie de la communication, quoi. Du coup, c'est le canal avec l'émetteur, le récepteur, et en Mm. fonction de s'il y a une distorsion entre l'émetteur et le récepteur, bah, faut changer d'émetteur, quoi. Ou en tout cas, faut comprendre le récepteur. Complètement. Merci. De rien, Merci avec à vous. plaisir. Merci pour cet échange. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ce que je vous ai présenté? Des points d'éclaircissement parfois, enfin voilà, c'est peut-être un peu théorique. Je vois qu'on a une DDT, qu'on a site PC. Pour vous, ça vous semble cohérent, clair? A priori, Mm. c'était très clair, docteur, pour tout le monde. Oui, du coup, quand on fait des exercices de simulation aussi, par exemple, ça nous est déjà arrivé d'aller sur des sites de simulation à Arles, etc. Du coup, on analyse aussi, enfin, en situation de crise, enfin, les réactions comportementales de l'ensemble des parties prenantes, donc à la fois celui qui prend la décision, le préfet, l'élu, etc. Du coup, et puis du côté aussi, enfin voilà, plutôt prise en charge opérationnelle, pompiers, gendarmerie, etc. Du coup, ça, c'est des choses intéressantes aussi à mobiliser, et puis aussi des réactions d'habitants, parce que parfois, on a beau avoir, enfin, voilà, du coup, une perception du risque en situation. En fait, il y a aussi enfin, le degré émotionnel qui fait qu'il y a des gens qui vont appliquer, enfin, très, avoir la tête froide par rapport à ce risque-là. Et puis, il y a des gens qui vont se sentir un peu figés dans l'action. Donc, c'est aussi pour les exercices de simulation, c'est très intéressant pour ça, pour savoir mobiliser et enfin, favoriser l'habitude vis-à-vis de la mise en œuvre de ces comportements-là. Vraiment essentiel. Mm. S'il n'y a pas de questions, c'est que tout était très clair. Merci beaucoup, docteur, pour votre intervention. Merci à vous. Et on va conclure notre rencontre thématique de ce matin. Ça tombe bien, puisqu'il nous reste 3 minutes avant l'heure méridienne. Et donc, parfait, docteur, vous avez été pile poil dans les temps. En ce qui nous concerne, je vous souhaite une bonne journée, mais avant cela, je vous rappelle la prochaine rencontre thématique qui sera sur un sujet un petit peu différent, puisqu'il s'agira de la sécheresse et des vagues de chaleur. Les méga-feux menacent la France. C'est le fruit d'un travail du colonel David Mercier lors de sa formation de directeur de SDIS à l'ANSOS. Et donc viendra nous rendre compte de ce fruit de son travail. Voilà. Merci beaucoup à toutes et tous. Je vous souhaite une bonne journée et merci encore, docteur, pour Merci votre beaucoup à vous. intervention. Bonne Merci. journée. Au Au revoir. revoir. Merci, au revoir.